Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici les titres. Lutte contre la corruption au Togo, bientôt une stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le processus d'élaboration de ce document a été lancé hier à Lomé. Le nouveau texte doit rendre plus efficace la lutte engagée contre la corruption au Togo après des campagnes de sensibilisation menées sans grand succès. Les communes Ogu 1, Tchaoudjo 1 et Golfe 5 face aux problèmes d'assainissement, elles ont été édifiées hier sur des questions d'un assainissement inclusif. L'initiative est de l'Association africaine de l'eau. Tchad, l'Union africaine exige une transition de 18 mois, mais se montre conciliante envers le pouvoir, une décision qui est loin de faire l'unanimité dans le pays pour les opposants à la junte tchadienne. En refusant de condamner le coup d'État, l'Union africaine s'est privée d'une base objective de résolution des problèmes du Tchad. Sport football, les éperviers du Togo en stage en Turquie. 3 matchs amicaux sont au programme. Et au plan national, reprise ce week-end du championnat national de football de 2e division. Et puis, à suivre dans ce magazine pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. Nous le disions en titre, le Togo devrait disposer d'ici à mars 2022 d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. C'est le ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté, des Relations avec les institutions de la République, porte-parole du gouvernement Christian Trimois, qui a procédé hier à Lomé au lancement du processus d'élaboration du dit document. Le nouveau texte prévoit une lutte plus engagée et plus efficace contre le fléau après des campagnes de sensibilisation. L'initiative veut à terme promouvoir la bonne gouvernance et les outils nécessaires seront mis à disposition pour la transformation structurelle de l'économie. Alice Barandao. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées APLUCIA, créée en 2015, est l'un des instruments par lequel le Togo s'engage à lutter contre le fléau de la corruption qui gangrène le développement du pays. Le président de l'institution, Wiao Essohana, a retracé le processus suivi jusqu'alors et salué l'adoption de la stratégie nationale qui renforcera les actions de la structure sur le terrain. Cette stratégie va nous permettre d'asseoir notre lutte nationale sur les standards internationaux tels qu'ils sont contenus dans les instruments que nous avons ratifiés, à savoir la Convention des Nations Unies, ceux de l'Union africaine et le protocole de la CEDEAO. Nous ne sommes qu'organes fêtières. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent, mais de façon disparate. Les organes de contrôle, la société civile et nous que sommes organes fêtières. Donc la stratégie va nous permettre de nous fédérer et une cohérence d'action. Nous pourrons alors réduire significativement la corruption dans notre pays. La feuille de route méthodique du processus de cette stratégie nationale a été présentée par le consultant Sadali Sissé. Il décline les grandes lignes. C'est un document fédérateur parce qu'il y a plusieurs actions, plusieurs intervenants. Mais c'est le moment qu'on conjugue ensemble pour avoir un document, un plan d'action réaliste de manière harmonisée, appuyé par le gouvernement, qui seront des actions qui vont tourner autour des piliers de la Convention de Mérida en matière de lutte contre la corruption, notamment beaucoup de prévention, d'éducation, de sensibilisation. Le représentant du PNUD, Maktar Fall, a salué l'initiative que prend le Togo pour disponibiliser des moyens de lutte contre la corruption à tous les niveaux. Il a réitéré l'engagement de son institution à accompagner le pays dans toutes ses actions de développement.
Le ministre des Droits de l'Homme, Christian Trimois, ouvrant les travaux au nom du chef du gouvernement, Victoire Toméga Degbe, a relevé les différentes reconnaissances internationales des réformes réalisées par le Togo. Il a estimé que la lutte contre la corruption est un maillon essentiel pour la réussite du PND. Le plan national de développement n'a pas occulté les obstacles qui pourraient entraver sa réalisation. Ainsi, tout en prenant acte des progrès déjà réalisés en matière de gouvernance économique, ce plan prescrit le renforcement du contrôle et de la lutte contre la corruption. C'est le lieu de saluer l'adhésion de la HAPLUSIA à la vision du chef de l'État et les initiatives prises par l'institution pour la concrétiser, dont l'adoption de son plan stratégique quinquennal 2019-2023 et son engagement à disposer d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le projet de renforcement des capacités en assainissement inclusif a également été lancé hier à Lomé. C'est une initiative de l'Association africaine de l'eau qui va doter les communes d'outils nécessaires pour mieux gérer les questions d'assainissement au plan local. Charlotte Ahar. Face aux défis de l'heure en matière d'infrastructure en eau et assainissement, les autorités en charge de ces questions tentent de trouver des solutions d'assainissement adéquates et autonomes. C'est dans cette optique que certaines communes du Togo ont été ciblées pour bénéficier de cette formation. Il s'agit de la commune Ogu 1, Tchaoudio 1 et Golfe 5. Pour les autorités communales, les questions d'assainissement doivent s'accompagner de celles du civisme et de citoyenneté. Kossi Agbenigan Aboka, maire de la commune Golfe 5. Si aujourd'hui le Togo bénéficie de ce projet, c'est grâce aux efforts faits par le gouvernement et le chef de l'État en particulier. Et c'est pour cela que nous voudrions ici lancer aussi un appel à tous nos concitoyens et surtout ceux qui sont de la commune Golfe 5 à faire des efforts pour entretenir les ouvrages qui seront réalisés chez nous parce que nous lions les questions de civisme aux questions d'assainissement. C'est lorsque le citoyen se sent responsable qu'il entretient ce qui est fait pour lui. Cette rencontre organisée en collaboration avec la Société togolaise des eaux vient outiller les autorités locales, bénéficiaires immédiats et responsables de la gestion de ces infrastructures d'assainissement. Agbewonou Semeglo, directeur de l'assainissement. C'est vrai, dans le domaine, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Cette commune vient d'être en activité. Il va falloir leur donner l'outil nécessaire pour qu'ils puissent intervenir et agir. Dans ce même sillage, l'organisation va apporter son expertise en leur permettant d'adopter des infrastructures modernes liées à l'assainissement. L'essentiel, c'est que la commune puisse se mettre dans cette dynamique pour que, au niveau de cette commune-là, ça soit un effet de tache d'huile qui va permettre à ce que les autres communes puissent aussi faire évoluer leur activité en termes d'assainissement. Pour le coordonnateur de l'Association africaine de l'eau AAE, Gilles Diagoun, cette rencontre permet aux acteurs locaux de mieux cerner le projet. Le projet d'assainissement total et inclusif de l'AAE vise véritablement à renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'assainissement de sorte à leur permettre de développer des approches innovantes et des capacités pour améliorer l'accès un tant soit peu à des services adéquats d'assainissement. Cet atelier a été organisé un tant soit peu pour réunir à un même endroit les acteurs clés de sorte à leur parler de l'initiative, des objectifs à atteindre, des résultats attendus et également des prochaines activités à mener. La rencontre avec les acteurs clés du secteur d'assainissement, la revue des activités du projet au niveau du pays, les discussions du plan de mise en œuvre et la visite de terrain sont entre autres activités prévues en marge de la cérémonie de lancement. Merci à toi Charlotte Ahar. Une cinquantaine de jeunes issus de différents partis politiques du Togo se forment depuis ce matin à Lomé sur l'auto-emploi. L'initiative du réseau des jeunes politiques de l'Afrique de l'Ouest, section Togo, veut outiller ces jeunes sur la politique du chef de l'État en matière de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Pepe Yaovi, coordonnateur national du réseau section Togo. Notre mission, c'est de sensibiliser les jeunes à travailler, à penser à l'initiative privée. Le chef de l'État a mis sur le marché la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais beaucoup ignorent les procédures. Nous aurons à présenter 3 modules. Le premier module va consister à former les jeunes sur la rédaction du projet. Pour créer ton entreprise privée, il faut rédiger un projet. On va les apprendre à rédiger le projet. En second lieu, on va les apprendre comment gérer même le projet, parce que tu peux avoir un bon projet, tu peux avoir le financement, mais si tu ne gères pas très bien, ça va connaître
la faillite. On va leur apprendre à gérer aussi le projet. Et ensuite, nous allons leur apprendre la stratégie financière et avec laquelle il faut gérer cette entreprise-là pour que ça ne connaisse pas la faillite. Donc, c'est les 3 modules-là qui seront dispensés avec les jeunes. Il faut préciser que le réseau des jeunes politiques de l'Afrique de l'Ouest compte en son sein essentiellement des jeunes issus des rangs des partis politiques parlementaires. Le président de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse porte à la connaissance des directeurs de sociétés de presse écrites désireuses de postuler à l'aide de l'État à la presse que la liste des décomptes de parution établie sur la base du respect de l'obligation du dépôt légal pour la période allant du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 est disponible sur le site internet de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, www.hactogo.tg. Toute réclamation peut être portée auprès de l'attaché de presse de la HAC jusqu'au 29 mai 2021. Un autre communiqué, celui-là de la Société togolaise des eaux. La Société togolaise des eaux du Togo, TDE, informe son aimable clientèle de Lomé et de ses environs que suite à une casse enregistrée sur la conduite de distribution DN 600 à Kakevili, des perturbations seront momentanément observées dans la desserte en eau potable dans certains quartiers de Lomé au cours de ce week-end de Pentecôte. La TDE présente ses excuses aux clients concernés pour les désagréments et les rassure que des dispositions sont prises pour le retour à la situation normale dans les meilleurs délais. Et puis les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier. 12 des 856 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 352. 59 guéris ont été enregistrés et portent le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 12 142. Le nombre total de décès reste inchangé à 125. Le nombre de cas actifs est de 1085. À ce jour, un total de 327 100 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Au Niger, la société civile alerte à son tour sur la situation sécuritaire à Tillabéri. 20 organisations de la société civile ont publié jeudi une déclaration sur la situation sécuritaire dans l'ouest du pays en proie à une insécurité croissante. Selon une délégation en provenance de la ville de Tillabéri, les arènes de lutte accueillent depuis une semaine plus de 10 000 déplacés. Ces déplacés sont des villageois venus de la commune rurale d'Anzourou, d'où ils ont été chassés par des hommes armés qui ont aussi volé leur bétail et brûlé leurs greniers. Les ministres ivoiriens et burkinabés chargés de la réconciliation se retrouvent à Ouaga pour une séance de travail sur le processus de réconciliation. Après une visite au Mungu Naba, les deux ministres ont ensuite entamé les travaux, un partage d'exercices nécessaires pour un aboutissement du processus de réconciliation dans les deux pays vu leurs liens selon les deux parties. Le sommet mondial sur la santé ouvert hier à Rome en Italie dans le cadre du G20 propose un plan de 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie et renouer avec la croissance mondiale. C'est ce qu'a annoncé Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international. Pour le FMI, il s'agit de faire vacciner au moins 40% de la population mondiale d'ici la fin de l'année et 60% au premier semestre 2022. Malgré la mise en place du programme COVAX soutenu par les Nations Unies, seulement 2% de la population africaine est vaccinée, alors que plus d'un tiers de la population des pays riches a déjà reçu une première dose de vaccin anti-Covid.
La junte au pouvoir au Tchad a salué hier la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner les nouvelles autorités au pouvoir depuis la mort d'Idriss Déby Itno. Une décision qui ne fait pas unanimité au Tchad. Pour le Wakit Tama, une coordination citoyenne qui regroupe une partie de l'opposition, l'Union africaine s'est privée d'une base objective de résolution des problèmes du Tchad. Charlotte Ahar. Le Wakit Tama estime que la décision de l'Union africaine est un méli-mélo complètement indigeste qui ne repose sur aucune réalité ni aucune analyse pertinente. La décision de l'Union africaine étant tombée le jour même où le Parlement européen a condamné le coup d'État au Tchad, le Wakit Tama parle d'un camouflet pour l'organisation africaine et la junte militaire au pouvoir au Tchad et d'un réseau pour la France qui le soutient, des arguments que le porte-parole du gouvernement balaie du revers de la main. Pour les opposants au régime de N'Djamena, en refusant de condamner le coup d'État, qui en est véritablement un, l'Union africaine s'est privée d'une base objective de résolution des problèmes du Tchad. Dans un entretien, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dit assumer la position de l'Union africaine au lendemain de la décision du Conseil Paix et Sécurité de valider la transition militaire en cours. Pour la stabilité de certains États, dit-il, pour qu'ils ne tombent pas dans l'anarchie, on reconnaît que ce pouvoir existe. Mais si ces pays veulent rester au sein de l'Union africaine et de leurs organisations régionales, ils doivent savoir qu'à moyen terme, ils devront être démocratiques. Deuxième partie de ce magazine pluriel invité. Créée en 1945, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO lutte pour l'atteinte de faim zéro dans le monde d'ici à 2030. Plus de 800 millions bien sûr, de personnes souffrent de sous-alimentation et les causes sont multiples. Changement climatique, guerre, conflits et autres facteurs. Quel est le bilan de la FAO 75 ans après? Monsieur Oyetunde Djiwa, chargé de programme au bureau de la FAO à Lomé, est notre invité. Il répond aux questions de Odette Pira. Monsieur Oyetunde Djiwa, bonjour. Bonjour. La FAO accompagne les nations depuis 1945 pour une faim zéro dans le monde. Soit 15 ans après, quel bilan faites-vous dans l'ensemble et plus particulièrement au Togo? Cela remonte en 1945, juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où un tiers des victimes de la Seconde Guerre mondiale étaient décimées et malnutries, avec beaucoup de maladies associées à la faim. Et c'est dans ce contexte que la FAO avait été créée en 1945 pour aider le monde à se libérer de cette faim. Et 15 ans après, donc aujourd'hui, le bilan a montré que le monde a progressé en termes de lutte contre la faim. Et surtout, les dernières années avant 2015, le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation au monde avait beaucoup diminué. Mais malheureusement, à partir de 2015, le monde a constaté que le nombre de personnes souffrant de la sous-alimentation a commencé par augmenter. Et cela est dû à plusieurs chocs, notamment les changements climatiques, les crises, les guerres un peu partout. Et on pense que même si on a fait assez d'efforts pour libérer le monde de la faim, il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes, plus de 800 millions de personnes qui sont en situation de sous-alimentation, près de 2 milliards d'individus qui n'ont pas accès à une alimentation saine et adéquate. Donc cela veut dire qu'il y a du travail à faire. Si nous prenons le cas de notre pays, le Togo, en 1992, la proportion de la population togolaise qui souffrait de la sous-alimentation était estimée à 32% de la population. Si on considère le fait que cette population croît chaque année et que en 92, si nous étions, 4 millions, en 2012, nous étions un peu plus de 6 millions. Et on a constaté qu'on a réduit de moitié cette proportion-là. On était à moins de 16% de la population
qui souffraient de la sous-alimentation. Si on se souvient, mais c'est cela même qui a valu le prix qu'a décerné la FAO à l'époque à un certain nombre de pays, dont le Togo, qui ont œuvré à diminuer de moitié la proportion des personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, ce nombre a commencé par augmenter depuis 2015 malheureusement. Et au Togo, nous sommes aujourd'hui à près de 18% de la population qui est en situation de sous-alimentation. Donc le bilan, il est un peu mitigé. Beaucoup d'efforts ont été faits, mais les crises, que ce soit les crises sociopolitiques, que ce soit les chocs climatiques, les inondations, les sécheresses, les invasions de criquets pèlerins, de maladies, etc., ont fait que tout cet effort-là qui était constaté a un peu sapé, et puis le nombre malheureusement de personnes qui souffrent de la faim a augmenté. Et bizarrement, avec la pandémie, on estime qu'il y a encore sur les 800 millions de personnes qui étaient en situation de sous-alimentation, il y a encore au moins 130 millions qui se sont ajoutés à cause de la pandémie. Vous voyez que toutes ces crises, y compris la pandémie de la COVID-19, on accentue davantage la problématique de la faim, de la malnutrition et de la sous-alimentation dans le monde. Alors, face à ce bilan, quelles sont les attentes de l'institution pour les nations? Face à ce bilan, la FAO reste toujours engagée sur les idéaux, sur sa mission, son mandat à la création, qui est de mettre fin à la faim dans le monde, de libérer le monde de la faim. C'est pourquoi les objectifs stratégiques pour lesquels la FAO travaille tous les jours, et ce depuis 2013, à la suite des réformes, sont restés d'abord contribuer à éliminer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, qui est le premier objectif, rendre l'agriculture, la foresterie et la pêche plus productive et plus durable, réduire la pauvreté rurale, favoriser la mise en place des systèmes agricoles et alimentaires ouverts et efficaces. Et le cinquième objectif, c'est améliorer la résilience et les moyens d'existence face aux catastrophes. Ces 5 objectifs stratégiques guident l'intervention de la FAO dans le monde, et chaque pays s'en inspire pour bâtir son cadre de coopération. Et au Togo, nous sommes focalisés essentiellement sur 3 domaines principaux, et ça c'est à la suite des négociations, de la planification avec le ministère en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des forêts, puisque notre mandat est assez large, couvre tout ce qui est développement rural, promotion de la femme rurale, foresterie, élevage, la pêche. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui, même quand vous regardez dans le gouvernement, ce n'est pas un seul ministère, c'est 3 ou 4 ministères qui sont fondamentalement concernés. Et donc, nous travaillons avec l'ensemble de ces départements selon les priorités que le gouvernement se définit, par exemple le PND, et nous avons notre entrée qui est notre cadre de coopération technique. Vous l'avez dit tout à l'heure, la COVID-19 tend à freiner les efforts des pays, surtout les pays en développement. Faut-il s'attendre à une faim généralisée dans ces pays? La COVID-19 a fait augmenter le nombre de personnes en situation de sous-alimentation. On compte aujourd'hui près de 130 millions d'individus supplémentaires qui sont en situation de sous-alimentation. Mais le message, c'est que ce n'est pas une situation apocalyptique. Le monde peut venir à bout de cette situation. Madame, aujourd'hui, on pense que le gaspillage alimentaire au monde seul est un facteur important sur lequel, si on travaille, on peut réduire le nombre de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. On a comparé le gaspillage alimentaire comme un pays. S'il était un pays, ce gaspillage alimentaire, il serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre au monde, après les 2 gros pays émetteurs. Ça veut dire que pendant que nous crions qu'il y a la faim, qu'il y a des personnes qui souffrent de faim, il y a à côté des systèmes alimentaires qui font que nous gaspillons une bonne partie du disponible alimentaire qui pouvait servir aux autres. Donc, l'intervention de la FAO et de tous les autres partenaires dans cette situation de Covid, c'est de faire en sorte que cette crise sanitaire qui frappe durement le monde ne se transforme en une crise alimentaire.
qu'est-ce que nous faisons? Les différentes niébés qui étaient là, les différentes variétés de sorgho, tout ce que nous connaissons dans nos terroirs. En les perdant, on perd une bonne partie de la biodiversité. On a changé drastiquement les systèmes alimentaires et on s'est focalisé sur un très peu de variétés de cultures que nous mangeons. Aujourd'hui, le fonio, on l'a abandonné, par exemple, au Togo. Et Dieu merci, les politiques font qu'aujourd'hui, toutes ces variétés, il faut les valoriser. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous saluons le mois de consommer local qui est initié. Parce que on ne peut pas bâtir notre alimentation seulement sur 10 cultures au monde. Le maïs, le riz, le blé, vous voyez, le manioc, l'igname, le sorgho, et puis tout le reste que Dieu nous a donné, que nous avons pu domestiquer dans des forêts qui existent, qui sont nutritives, on les abandonne. Donc on appelle à cultiver, à diversifier, à varier ce que nous avons et ce que la nature nous offre pour nous nourrir. Et surtout, nous devons préserver aussi notre environnement. Et tout ça, on doit le faire ensemble. Ensemble parce que ce soit les journalistes que vous êtes, que ce soit les politiciens, que ce soit les transformateurs, les commerçants, les agriculteurs, tout le monde a son rôle à jouer pour que nous puissions bâtir un système alimentaire durable qui permet aussi d'éliminer certaines maladies que nous cultivons, que nous développons aujourd'hui, qui sont liées à la malbouffe, comme on le dit. Donc, est-ce que le monde est capable de venir à bout de la faim? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ensemble. C'est ensemble qu'on doit travailler pour éliminer la faim au monde. Dans le programme de politique du gouvernement pour la période 2020-2025, l'accent est mis aussi sur la relance de l'agriculture. Que compte faire la FAO pour accompagner le Togo? La FAO a défini avec le gouvernement les domaines prioritaires. D'abord, face à la Covid, il y a un plan de riposte agricole qui permet de rendre disponible tout ce qui est intrant agricole dans le pays. Puisque on sait aussi que le transport, la commercialisation, les échanges sont bouleversés. Donc, il faut faire en sorte que tout ce qui est intrant, semences de qualité, tout ce qui est matériel agricole puisse être accessible par les populations, par les agriculteurs. Il faut définitivement asseoir des chaînes de valeur agricole et promouvoir la transformation locale. La FAO s'est engagée déjà en travaillant beaucoup avec les femmes parce que nous avons remarqué que si les hommes sont dans le maillon de production, on retrouve les femmes beaucoup dans la transformation. Et c'est dans la transformation, dans l'étiquetage, dans la commercialisation qu'on va donner un peu plus de valeur ajoutée à nos produits et permettre aux Togolais de pouvoir trouver des produits agricoles transformés au Togo, mais de bonne qualité, qui ont fait l'objet de tests dans les laboratoires qui certifient ces produits, ces aliments sont sains. Et c'est l'un des piliers sur lesquels la FAO travaille avec le gouvernement, en formant les femmes et les jeunes qui font cette transformation agroalimentaire dans les différents coins du pays, en les encourageant à aller vers la certification, les tests, l'hygiène, la qualité, les bonnes pratiques, et en ayant la culture d'aller vers l'Institut d'hygiène ou vers l'ITRA pour avoir un certificat sanitaire et à bien présenter, à bien étiqueter ces produits. Donc, le dernier point sur lequel la FAO donne priorité, c'est tout ce qui est préparation en cas de peste, donc de maladies des plantes ou des maladies animales. Et vous vous rappelez que depuis 3 ans, nous avons fait beaucoup sur la lutte contre la chenille légionnaire d'automne parce que les agriculteurs et les agricultrices ont beau produit, ont beau semer, ont beau travail. S'il y a des maladies, s'il y a des insectes qui viennent ravager, ça décourage. Il faut trouver des solutions. Il faut apporter aussi l'information, les bonnes pratiques sur comment gérer ces pestes pour que les gens ne courent pas vers l'utilisation abusive des pesticides, des insecticides pour vouloir lutter contre ces insectes, créer d'autres problèmes de santé publique. Voilà les 4 priorités de la FAO au Togo. La faim zéro est possible au Togo d'ici 2030 si l'engagement politique qui est là est maintenu, si tous les acteurs se mettent ensemble, si les différentes filières agricoles qui sont identifiées sont organisées en filières, si nous transformons localement, si nous augmentons la productivité des sols. Et vous voyez tout le travail qui se fait sur la cartographie des sols du Togo pour mieux connaître le potentiel et savoir de manière raisonnée quelle fertilisation apporter. Nous pensons que si ce cap est maintenu et que des catastrophes
inattendus ne surviennent pas, oui, le Togo est capable de parvenir à la fin zéro. Parce que la notion de fin zéro, il faut l'expliquer. Même dans les nations les plus prospères du monde, il y a toujours des personnes qui ont des besoins alimentaires. Lorsque nous disons éliminer la faim, parvenir à la fin zéro, il y a un seuil. Et on compte aussi beaucoup sur la solidarité africaine, la solidarité des Togolais. La notion de parvenir à un monde libéré de la faim, à fin zéro, c'est parvenir à réduire de moins de 5% la proportion de personnes qui sont en situation de sous-alimentation. Monsieur Oyetunde Diwa, merci. Merci beaucoup, madame. Écho du palais. La pédophilie est une pratique sexuelle caractérisée par l'attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux persistants d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants. Ce type d'attirance est reconnu comme une perversion sexuelle et, dans le cas des adultes, les activités s'y rapportant sont condamnées par la loi. Cela dit, les auteurs d'actes de pédophilie, de viol, d'attentats à la pudeur, d'actes de débauche et de dépravation s'exposent aux condamnations prévues par le droit du pays dans lequel ils ont commis ces actes. Ces peines se traduisent souvent par une réclusion de longue durée, voire une peine à perpétuité, et peuvent parfois s'accompagner de travaux forcés. Dans le cas précis, le sieur Afo, 49 ans, a été accusé de pédophilie sur la petite Delphine, âgée seulement de 9 ans. Conduit devant la cour d'assises de Kara à l'audience du 13 avril 2018, le sieur Afo a écopé de 15 ans de réclusion criminelle. Le retour sur les faits avec Hélène Assabi. Le 14 janvier 2016, aux environs de 15 heures, la petite Delphine, âgée de 9 ans, se rendait à l'école lorsqu'elle a été apostrophée par le nommé Afo Soulé, qui lui demanda de venir à son domicile lui rendre un service. Arrivé à la maison, il la fit rentrer dans sa chambre et lui imposa des relations sexuelles. Des passants surprirent la petite Delphine à sa sortie du domicile de son gourou sexuel et le dénoncèrent. Après une enquête préliminaire, l'inculpé Afo a reconnu les faits, mais a varié dans ses déclarations. Il a expliqué aux agents enquêteurs de la police qu'il dormait dans sa chambre, dont la porte était entrebâillée, lorsque la petite Delphine s'est invitée et s'est mise à le caresser. Très vite, il entra en érection et éjacula. Au même moment, 2 dames cognèrent à sa porte pour amener la fillette. Ce n'est qu'après que la police est venue l'interpeller. Il ajouta également que le sperme a simplement taché la victime sans qu'il ne se passât quelque chose entre eux. Mais au cours de l'instruction, il a reconnu qu'il n'est pas à son premier acte d'abus sexuel sur mineur. Et s'agissant de la petite Delphine, c'était la 2e fois le jour où il a été arrêté. Il soutient que son comportement est involontaire, conséquence de la folie dont il a souffert. Mais l'examen psychiatrique auquel le nommé Afo a été soumis relève qu'il ne présente aucune anomalie mentale ou psychique constituée et ne présente pas de symptômes orientés vers une pathologie pouvant abolir ou altérer son discernement. Il est donc accessible à la sanction pénale. Ainsi, à l'audience du 13 avril 2018, le nommé Afo a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a payé à la partie civile la somme de 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro. Du sport. À présent, le sélectionneur national adjoint Jonas Kokukomla était hier face à la presse sur le séjour des éperviers en Turquie. En effet, un stage y est programmé avec une liste mixte de joueurs locaux et professionnels qui auront à livrer 3 matchs amicaux pendant le 10 stage. L'actualité sportive, c'est aussi le championnat national de football de 2e division qui reprend ce week-end. On joue également pour le compte de la 2e division. Les différentes combinaisons sont Lem. La 12e journée de la D1 se dispute ce week-end. Dans la zone sud, à 3 journées de la fin,
Rien n'est encore joué car le classement est très serré. Dimanche au terrain d'Agoé, AS OTR 2e qui a 19 points joue Ange de Noche, bon dernier, et qui n'a plus d'espoir de se maintenir en 2-1. Au municipal de Lomé, Maranatha, dans la même situation que Ange de Noche, accueille les Robots Rouges classés 5e avec 15 points. Boulessou 13 points et 6e se mesure à Entente 2 3e 16 points à Ablogamé. Il faut souligner la bonne prestation de l'Entente 2 qui joue maintenant le haut du tableau. Et puis le dernier match de la zone mettra aux prises AS Togoport, nouveau leader avec 21 points, à Gomido en chute libre qui se classe 4e avec 16 points. Dans la zone nord, samedi, en match avancé de la deuxième journée, AS Bina, 6e 12 points, offre son hospitalité à ASK, premier 29 points, qui est déjà qualifié pour les playoffs. Ce sera au stade municipal de Sokodé. Dimanche, Asco, Dauphin 25 points, joue Semassi 5e 12 points au stade d'Atakpamé. Au municipal de Kara, Unisport 3e 16 points croise les crampons avec Ifodie 4e 13 points. Et puis au stade de Sokodé, la rencontre mettra aux prises les mal classés qui peuvent caresser l'espoir de maintien. Ainsi, Koroki Metete, dernier 5 points, joue Sarah FC de Bafilo 7e 8 points. En deuxième division, c'est le début de la 4e journée. Dans la poule A, samedi au terrain de Bonsimé, Espoir de Zio, avant-dernier avec 3 points, reçoit Asfosa 4e 3 points. Au municipal de Lomé, Jeunesse Club d'Agoé, dernier, joue Arabia FC 3e avec 4 points. Le dernier match se joue entre Étoile Filante, premier 5 points, et Agaza, deuxième 5 points également. Au terrain d'Ablogamé, ce sera un duel pour la place de leader dans cette poule. Dans la poule B, au municipal de Sokodé, Koto FC, dernier 0 points, voudra relancer sa saison face à Agoua, 4e 4 points. Au municipal d'Atakpamé, Kotoko de Lavier, 6 points, deuxième, croise les crampons avec Fukba, 3e, 4 points. Akpalimé, US Agbandi, 5e, 3 points, joue Tambo FC, leader du groupe avec 9 points. Dans le dernier groupe, la poule C, Kakadal, 2e, 6 points, joue Fouadan, 3e, 5 points au terrain de Bafilo. Au municipal de Kara, Bundia, 4e, 4 points, reçoit CDF Aknour, leader du groupe avec 7 points. Et le dernier match mettra aux prises au municipal de Dapaon, Doumbé de Mango, 5e, 1 point, et Bikinti, dernier, avec 1 point. Revue de presse pour clôturer ce magazine pluriel. Le lancement de la campagne de l'administration de la deuxième dose du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 et le sommet sur le financement des économies africaines constituent les principaux sujets à la une des parutions de la semaine. Léontine Atougima. Sommet de Paris sur le financement des économies africaines, les contributions et les retombées pour le Togo, annonce l'économiste à sa une. Il s'agit de 240 millions de dollars mis à la disposition du Togo par la Banque mondiale et le FMI, révèle l'Union pour la patrie. Le Togo n'a pas été le seul bénéficiaire des financements. 100 milliards de dollars d'urgence pour la relance partielle de l'économie africaine, note Togo Réveil. Au-delà des financements, la rencontre de Paris n'a pas passé sous silence le rôle combien indispensable et indiscutable que doit jouer le secteur privé pour la relance de la croissance des économies africaines, constate l'Union pour la patrie. En cela, le Togo prend le pas sur les autres grâce au dynamisme du chef de l'État, ajoute Chronique de la semaine. Et ce sommet, selon Faure Essozimna Nyasingbe, a permis de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance en Afrique, mentionne Dunia Le Monde. Le bâtisseur n'est pas du même avis. L'hebdomadaire estime que l'Afrique mendie au pied d'une France conquérante. L'engagement abonde dans le même sens et déplore la mendicité endurcie de l'Afrique alors qu'elle est bien nantie. Vision d'Afrique rappelle qu'il est question d'offrir de nouveaux financements pour le relèvement du continent impacté par la pandémie du Covid-19. Et cette rencontre de Paris a été un motif de satisfaction, précise l'Union pour la patrie. Le numéro 1 togolais ne s'est uniquement pas contenté des retombées du sommet. Faure Essozimna Nyasingbe a parlé de la relance de l'économie togolaise avec différentes personnalités, signale Togo Matin. L'éveil de la nation renchérie, le chef de l'État a échangé avec les institutions européennes et le roi belge. Au cœur des échanges,
figurait, outre la relance de l'économie impactée par la pandémie du Covid-19, l'initiative COVAX. Grâce justement à cette initiative, le Togo est aujourd'hui à sa deuxième phase d'administration du vaccin AstraZeneca, indique Gazelle Info. Le Togo file droit vers l'atteinte de l'immunité collective. Note Togo Matin. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce journal magazine Pluriel. Prochain rendez-vous samedi prochain.